Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, aucune connotation politique, hein, c'est juste que comme c'est un problème international, ça me paraissait tout à fait approprié. Bon, je vois que vous avez trouvé comment écrire sur le tableau. Vous avez même trouvé comment changer de couleur. Donc, je le gomme. Désolée pour vos graffitis. Hop. Donc, on regarde l'échauffement d'un radiateur. Alors, cet exercice, je lui ai mis 3 étoiles. C'est parce qu'en fait, il est assez classique. Et ça va vous rappeler peut-être ce qu'on a fait en début d'année sur le signal et le transport. Donc, il faut bien comprendre comment on pose ce type d'exercice et puis ensuite comment on se ramène à un problème qu'on connaît. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le côté élève. Par contre, côté élève, je me suis déconnectée. Bon, pour l'instant, je ne peux rien écrire, il faut que je me reconnecte. Alors, l'échauffement d'un radiateur, ici, déjà, le terme radiateur, qu'on mette les choses au point, c'est pas forcément un élément qui chauffe dans cet exercice. C'était un radiateur, c'est généralement un élément qui échange de l'énergie thermique. Et dans cet exercice, le radiateur en question, son rôle, c'était plutôt de refroidir que de réchauffer. Donc, on choisit déjà le système. Donc, le système, c'est le radiateur. Et attention ici, quand vous avez un bilan en puissance, vous aviez dans l'énoncé des données sur les puissances. Eh bien, sur ce type, donc quand vous avez comme ça des informations sur la puissance, vous devez faire un bilan pendant un petit intervalle de temps dt. Et la puissance, quand c'est des puissances thermiques, c'est delta Q, le petit transfert thermique, sur dt. Donc, on fait un bilan en puissance. Alors, encore quelques instants avant de pouvoir écrire. Ça prend un certain temps. Donc, le bilan en puissance sur le système radiateur. Oh là, il y a eu des bugs. Vous m'entendez là? J'ai un vilain écho. Excusez-moi, il faut que je me reconnecte. Voilà, c'est des petits problèmes techniques indépendants de notre volonté. Alors, si vous m'entendez, on va faire 2 minutes de pause. Il faut que je change de pièce pour me connecter parce que il y a un appareil que je connecte en Wi-Fi et là où je suis, j'ai pas franchement beaucoup de Wi-Fi. Donc, j'ai fait un petit aller-retour à côté de ma box et je reviens.
Coucou, me revoilà. Alors, on reprend. Donc, pour mon système qui est le radiateur, on fait un bilan pendant un petit intervalle de temps d'été, vu que les informations qu'on a sur l'énoncé, c'est des informations en puissance. Et pour passer de la puissance à l'énergie, la puissance, c'est un petit delta Q sur dt. Donc, le système, c'est le radiateur. On analyse les transferts d'énergie entre le système et l'extérieur. Il y en a deux. Il est en contact thermique avec le composant électronique, qui est là. Donc l'objectif du radiateur, c'est de prélever l'énergie à ce composant. Je vous ai mis deux codes de couleur pour les transferts. D'abord, le transfert d'énergie qui est en rouge. Donc on va avoir un transfert d'énergie depuis le composant électronique. J'ai mis un indice EL pour se rappeler que c'est électronique. Et on a également un transfert d'énergie du radiateur vers l'extérieur, puisqu'il va rayonner une certaine puissance. Donc le transfert d'énergie entre le radiateur et l'extérieur, c'est en pratique dans le sens comme ceci, c'est-à-dire ça va vers l'extérieur, sauf que par convention, ce qu'on appelle pour un système delta Q, c'est toujours de l'extérieur vers le système. Donc on va noter delta Q TH, j'ai noté delta Q TH ce terme-là, et je l'ai pris dans le sens extérieur vers le système, sachant que pour cet échange-là, c'est une valeur négative, puisqu'en pratique, le radiateur prend de l'énergie au composant électronique et il va rayonner cette énergie vers l'extérieur. Il va chauffer le milieu extérieur. Donc, dans l'énoncé, on vous parle de la puissance thermique du radiateur. Donc, cette puissance thermique, PTH, c'est la flèche verte ici vers le bas. Et là, elle est bien positive dans le sens radiateur vers le milieu extérieur. Donc déjà, il faut bien comprendre comment fonctionnent les signes. Est-ce qu'il y a des doutes concernant les signes? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas d'où viennent ces signes? Est-ce que vous voulez qu'on repasse du temps dessus? Faites-moi un petit signe si vous ne comprenez pas. Alors, qui comprend pas bien? Bon, c'est bof-bof. Alors, c'est bof-bof, c'est normal, hein, puisque c'est le point important. Donc, pour reprendre les choses, il faut bien différencier la convention utilisée et le sens réel des transferts thermiques. Et déjà, il faut comprendre de quoi parle l'exercice. Donc, on parle d'un élément qui est un radiateur, qui est en contact avec deux trucs. Le composant électronique, son but, c'est de prendre de l'énergie au composant électronique. Et cette énergie, il va en fournir à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà tout ce qui est dans l'entête de l'exercice. On vous parle de deux puissances. Il reçoit une puissance PEL du composant électronique et il rayonne la puissance thermique PTH. Il rayonne, ça veut dire que ça va du radiateur vers l'extérieur. Donc pour le radiateur, PEL, ça arrive sur lui et PTH, ça va vers l'extérieur. C'est le sens des flèches que j'ai mis en vert sur le petit schéma. Et ensuite, pour pouvoir utiliser le premier principe, il nous faut des énergies et pas des puissances. Pour les énergies, on est à l'échelle mésoscopique, donc c'est pendant dt. Du coup, elles ont un petit delta devant. Il y a un petit delta ici et là. Alors, ça va arriver, j'ai toujours un petit retard, voilà. Donc, je viens d'entourer les deux petits deltas, mais j'ai l'impression que ça m'est... Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, le petit delta indique juste que c'est l'échelle mésoscopique. Et il y a en plus une convention de signes, delta Q, Q, W. Tout ça, c'est par convention de l'extérieur vers le système. Donc, les flèches en rouge, elles vont vers le système depuis l'élément extérieur. Donc, pour le composant électronique, les flèches rouges et vertes vont dans le même sens. En revanche, depuis l'extérieur, les flèches rouges et vertes vont en sens inverse, ça veut dire qu'il y a un signe différent. C'est ce que vous avez ici. Ici, vous avez les signes qui sont à mettre correctement. Pour le delta Q électrique,
ça va bien dans le même sens que le truc qui s'appelle PEL dans l'énoncé, et donc c'est plus PEL dt. Donc là, j'ai traduit le fait que la puissance électrique, c'est le transfert thermique sur le temps, à l'échelle mésoscopique. Et pour le transfert thermique numéro 2, c'est-à-dire celui-ci, le transfert thermique que j'appelle Q est en sens inverse de la puissance qui s'appelle PTH, d'où le signe moins. C'est vraiment le point important de comprendre dans quel sens vont les échanges. Alors, premier principe qu'on va appliquer maintenant au système. Donc, pour le système, le premier principe, ça s'écrit ici du égale delta Q plus delta W. Il n'y a pas de travail autre, il n'y a pas de travail déjà, le système est condensé, donc le terme W ou delta W, ça s'en va. Et delta Q, c'est la somme des deux termes précédents. Il y a deux transferts thermiques entre le système et l'extérieur. Donc il faut faire la somme, le delta Q électrique plus delta Q thermique. Et comme c'est une phase condensée, on a par ailleurs la variation d'énergie interne élémentaire, qui est ici, c'est du égale C dt. Et donc C donne la capacité thermique globale du radiateur. Attention, là, ça s'appelle C, mais ce n'est pas massique, hein. C'est capacité thermique tout court. C'est confirmé par l'unité. On reporte ça dans le premier principe. Donc, je remplace du par C dt ici, et chaque delta Q par la puissance fois dt. Attention aussi, c'est plus PEL fois dt et moins PTH fois dt. C'est ce qu'on a dit précédemment. On fait un petit peu de ménage là-dedans, on rassemble les termes qui sont en petit t et en grand t, et mis sous cette forme-là, donc sous la forme qui est là, ceci s'appelle une forme différentielle. C'est-à-dire qu'on a un d truc d'un côté et un d machin de l'autre. Donc ça s'appelle une forme différentielle. À ce stade, c'est ce qu'on a déjà vu plein de fois, hein. On peut séparer les variables et intégrer, ou alors faire apparaître l'équation différentielle et chercher une solution. Donc ici, l'énoncé demande l'équation différentielle. Pour une équation différentielle, vous devez faire apparaître la dérivée, et la dérivée, c'est la fonction température qui nous intéresse. Donc sa dérivée, c'est d de grand T sur d de petit t. Il y en a peut-être qui ont du mal à voir ce qui est variable, ce qui est constant là-dedans. Donc je rappelle, dans la forme différentielle, on va regarder les variables. On a la variable température qui est ici et qui est ici. Et on a la variable temps qu'on va retrouver uniquement dans le dt ici et là. D'accord? Tout le reste, c'est des constantes, c'est-à-dire que grand C, PEL, H, T0, c'est des constantes, c'est fixé. Et on va chercher à établir la relation entre la température et le temps. Donc ici, vous avez la température qui est fonction du temps. La température du système va évoluer. Ça va? Non, je devrais dire, est-ce que ça ne va pas? Parce que comme ça, personne ne répond, comme vous ne répondez pas, et je dis, bah, tout va bien alors. Étape suivante, donc, on peut faire apparaître la dérivée. Pour ça, il suffit de diviser par d de petit t. Faites pas des gribouillis sur le tableau blanc. Vous savez que j'ai les moyens de vous exclure du tableau blanc. Je me suis dit, vous avez le droit de vous amuser. En plus, je ne sais même pas qui fait des gribouillis, ça n'apparaît pas. Donc, alors, on divise donc par d du petit t pour faire apparaître la dérivée. Donc, la dérivée est apparue ici. Et ici, on voit apparaître à la fois la dérivée de la fonction température et la fonction température qui est donc entourée en rouge, que je réentoure en vert. Donc, cette équation différentielle, ça peut être la fin de cette question. Donc, on a établi l'équation différentielle. À ce stade, c'est bien une équation différentielle. L'usage veut qu'on la mette un petit peu sous la forme connue. Donc, soit vous isolez la température, c'est ce que je fais en physique, soit vous isolez la dérivée. Donc, on met tout seul soit dt sur dt, un grand T, un petit t,
soit grand T tout court. Donc, j'arrive à cette expression-là, moyennant un petit peu de ménage. Hein, et donc vous faites votre petit ménage pour avoir ici, du côté gauche du signe égal, donc de ce côté-ci, vous avez la fonction et la dérivée de la fonction. Et du côté droit du signe égal, vous avez tout ce qui s'appelle le second membre de l'équation différentielle que je viens d'entourer et qui ici est une constante. D'accord? Donc, c'est ça doit être la 10e fois qu'on voit une équation différentielle de cette forme-là. Il y a un moment dans votre cursus, il faut la reconnaître et dire « ça y est, je suis en terrain connu ». Tant qu'on y est, petit point sur les signes. Donc, quand vous établissez ce genre d'équation, c'est toujours, mais alors toujours, ça veut dire 100% des cas, hein, toujours vous devez avoir un signe plus ici et un signe plus ici. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur de signe dans les étapes préalables, notamment dans le bilan, les delta Q, EL et tout ça, donc si vous avez fait une erreur de signe juste avant, ici, vous devez vérifier que c'est cohérent. Vous devez forcément avoir un signe plus et un signe plus, que ce soit sous la forme où on isole la température ou sous la forme où on isole la dérivée. C'est toujours plus la dérivée, plus une constante fois la fonction. Mais il n'y a pas de signe moins. Pourquoi il n'y a pas de signe moins? Parce que la solution de cette équation, quand il y a des plus partout, cette solution comporte un signe moins ici, dans l'exponentielle. Je viens de l'entourer. Et vous avez le droit d'avoir des solutions en exponentielle moins t sur tau, mais il est physiquement exceptionnel d'avoir une fonction en exponentielle plus t sur tau. Donc, si vous avez un signe moins dans l'équation différentielle du dessus, ça veut dire que vous aurez un signe plus dans la solution. Et ça, c'est physiquement impossible parce que exponentielle de plus t sur tau, ça tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Et les grandeurs physiques qui tendent vers plus l'infini, on n'en connaît pas des masses quand même. Donc, c'est physiquement impossible. Donc, en règle générale, dites-vous, si j'arrive à une équation différentielle que je connais, c'est la forme connue avec un signe plus partout. Et à chaque fois qu'on l'a eu, il y avait bien un signe plus partout. Sinon, c'est pas possible. Et à chaque fois, vous allez avoir donc dans les solutions une exponentielle moins t sur tau. On va trouver ici, ici, ici. Mais c'est quoi tau? Oui, Léna, pour le second membre, il peut y avoir des moins. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, le signe du second membre, ce n'est pas un critère pour savoir si vous avez fait des erreurs de signe. Donc, c'est juste sur la partie dérivée et fonction, les signes doivent être plus et plus. Et le second membre, bon, on ne sait pas. Alors, je suis en train de vous dire à l'oral T sur tau et je vois nulle part sur le document ce qu'est tau. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est tau? Alors, à vous les réponses. Qui me dit ce que j'appelle tau? C'est quoi le tau? Exponentielle moins t sur tau. Parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on voit ce genre de choses. Donc effectivement, on va le voir par homogénéité. Moins TH sur C, merci Valérie, moins TH sur C, c'est sans dimension. Donc H sur C, c'est homogène à l'inverse d'un temps. Et donc on va avoir tau qui est égal à C sur H. Et tau, c'est donc la constante de temps du système. On va avoir une constante de temps qui va permettre de chiffrer la durée du régime transitoire. Le régime transitoire va durer quelques taux. Alors, je reviens un petit cran en arrière sur la résolution. Donc, pour la résolution, quand vous avez la forme habituelle de l'équation différentielle avec la température qui est isolée, vous avez le droit de parachuter la solution qui est ici, c'est-à-dire tout le second membre que je viens d'entourer, plus une constante exponentielle moins t sur tau. Et le second membre, c'est tout ça. D'accord? Donc, vous devez connaître la solution de ce type d'équation différentielle
par cœur. On l'a vu tellement souvent qu'il faut vous dire que c'est quand même important et c'est très fréquent en physique, en chimie, même en maths. Étape suivante, il faut trouver la constante d'intégration, donc ce qui est entouré envers le grand K. Donc toujours pareil, pour trouver cette constante, on utilise les conditions initiales. Ici, on sait qu'à T égale 0, la température vaut T0. On reporte et on en déduit la constante K qui ici est égale à moins PEL sur H. D'accord? Donc, dans le cadre, vous avez l'expression théorique de la température en fonction du temps. Très bien. Alors, étape suivante. Donc, étape suivante, on va maintenant regarder ce qui se passe au bout d'un temps infini. Alors déjà, il faut traduire dans l'énoncé, on vous dit déterminer la température en régime permanent. Donc régime permanent, ça veut dire quand la température n'évolue pas, c'est-à-dire quand elle tend vers une valeur constante. Déjà, il faut traduire le terme permanent. Permanent, ça veut dire que ça ne dépend pas du temps. Deux méthodes pour trouver la température au bout d'un temps infini. Soit vous partez de votre solution qu'on vient d'établir laborieusement et vous regardez ce que ça donne quand t tend vers plus l'infini. C'est la courbe en exponentielle qu'on connaît parfaitement bien. Hein. Ça part de t0, ça arrive à un équilibre avec l'exponentielle. La tangente initiale de l'exponentielle permet d'avoir la valeur de taux si besoin. C'est toujours le même type de courbe. Donc si t tend vers l'infini, l'exponentielle ici, alors attendez, j'efface parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc si t tend vers l'infini, l'exponentielle qui intervient dans la fonction mathématique, elle tend vers 0. Et elle tend vers 0 parce qu'elle a un signe moins. Et elle a un signe moins parce que dans l'équation différentielle, il n'y avait que des signes plus. Je me répète un peu là. Hein. Donc cette exponentielle tend vers 0 et du coup, on raye. Et il reste uniquement le terme T0 plus PEL sur H. Donc ça, c'est la température d'équilibre. Deuxième méthode, vous n'êtes pas obligé d'avoir en fait la solution de l'équation différentielle pour avoir la valeur d'équilibre. Il vous suffit d'avoir l'équation différentielle. Donc, il faudra remonter un petit peu dans votre... zoomer éventuellement sur votre document. Vous revenez à l'équation différentielle. Ne faites pas plein de gribouillis partout. Enfin, n'en faites pas trop. Donc, l'équation différentielle, on peut l'utiliser pour trouver la valeur d'équilibre. Si on atteint une valeur d'équilibre, ça veut dire que la température est une constante. Et si la température est constante, ça veut dire que le terme dérivé de la température par rapport au temps, il tend vers 0. Donc, on le raye dans l'équation différentielle. Et ça permet d'avoir, là encore, la température d'équilibre, qui est donc le second nombre. D'accord? Les deux méthodes sont équivalentes. Hein. Alors, au niveau d'application numérique, vous faites ça, il n'y a pas de difficulté sur les unités ou autres ici. Donc, on trouve une température de 38 degrés. Donc, initialement, le radiateur, ça se comprend bien, hein, il va prélever de l'énergie thermique et sa température, initialement, c'est la température extérieure. Elle va augmenter, puis se stabiliser vers une valeur d'équilibre. C'est les régimes transitoires qu'on a étudiés au premier trimestre. Au bout de combien de temps on va atteindre la température d'équilibre? Et bien, comme d'habitude, l'exponentielle moins t sur taux tend vers 0. On estime qu'elle est négligeable au bout de 4 ou 5 fois la constante de temps. Et du coup, on fait l'application numérique, on calcule taux, on trouve 20 secondes. Et 4 ou 5 taux, on arrondit, hein, ça nous fait entre 1 et 2 minutes. Ça va? C'est hyper classique comme exercice quand vous avez comme ça un système qui échange de l'énergie thermique avec une des puissances thermiques, un des échanges thermiques qui se fait par conduction. Donc, si vous regardez l'expression de la puissance thermique qui est donnée par l'énoncé, je reviens juste sur l'expression PTH, c'est égal à HT moins T0. T, c'est la température du système, T0, c'est la température extérieure. Et donc ça, on peut le reconnaître comme étant une puissance thermique par conduction. C'est de la conduction thermique.
Et on peut même faire le lien entre H et la résistance thermique. Je rappelle, la résistance thermique est de la forme différence de température sur puissance. Donc ici, le petit h de l'énoncé, c'est pas dit en clair à aucun moment, mais c'est l'inverse de la résistance thermique. Petit h s'appelle la conductance thermique. Ça va? C'est l'analogue de la loi d'Ohm. Donc là, l'objet de cet exercice n'était pas d'évaluer des résistances thermiques, on ne vous en parle pas, mais c'est pour faire le lien avec le chapitre sur la résistance thermique. Tout va bien pour l'exercice 3? Alors, on regarde le 4. Alors, le 4 est un petit peu plus complexe, on va dire, dans le sens où c'est un système dynamique. Donc déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est. Donc, on a toujours un calorimètre. On connaît la capacité thermique du calorimètre et la différence par rapport au cas précédent. Le cas précédent, c'était le cas de calorimétrie de l'exercice 1. La différence, c'est qu'on va faire circuler dans le calorimètre un fluide dans un serpentin. Donc, on va avoir en permanence un échange thermique entre le liquide qui circule, que j'ai dessiné. Ah oui, parce qu'il faut faire un petit dessin, c'est bien, ça fixe les choses. Donc, pour définir le système et puis pour se rendre un petit peu compte de ce qui se passe. Donc, on va prendre comme système le calorimètre. Dans ce système, on a un fluide qui circule dans un tuyau. Donc, le système calorimètre, il est fermé, mais le fluide qui circule dans le tuyau va pouvoir échanger de l'énergie thermique avec le calorimètre. Donc, vous n'aurez pas le droit d'écrire dans ce cas-là que le transfert thermique vaut 0 pour le calorimètre, puisqu'il y a un fluide qu'on fait circuler à l'intérieur, qui arrive à une certaine température et qui sort à la température du calorimètre. Ok, c'est moi qui viens de faire des vilains gribouillis avec mon stylet rouge. Donc là encore, on va faire un bilan pendant un petit intervalle de temps. Et j'ai remis ce qui est donné dans l'énoncé. Donc on vous dit qu'il circule du liquide avec un débit massique QM. Du coup, QM, le débit massique, c'est dm sur dt. dm, c'est la masse de liquide qui circule dans le tuyau pendant le temps dt. Cette masse de liquide, elle vaut donc dm et elle a une grosse variation de température. Elle passe de θ1, qui est la température extérieure, à θ, qui est la température du calorimètre. θ, c'est ce qui dépend du temps. D'accord? Donc c'est θ de t. Parenthèse t, ça veut juste dire que ça dépend du temps. Donc, la température dans le calorimètre, qui est la grandeur qui nous intéresse, θ, elle n'est pas constante. Elle va évoluer, donc dépendre du temps. Entre l'instant t et l'instant t plus dt, elle évolue d'un petit chouïa. Le petit chouïa, c'est dθ. Donc, elle passe de θ à θ plus dθ. Donc, dθ, c'est la petite évolution de température dans le calorimètre pendant l'intervalle de temps dt. Quand on écrit ce qui est ici, on n'a rien fait là, on a juste posé les données de l'exercice. Ça s'appelle faire un petit bilan. Mais on n'a rien fait, on n'a même pas encore vraiment regardé les questions, on a juste regardé la description du système. Donc maintenant, on va appliquer le premier principe. Donc le premier principe au système calorimètre. Donc on applique ce premier principe au système calorimètre. Toujours pareil, du est égal à delta W plus delta Q. On peut rayer delta W. Pardon, je ne raye pas au bon endroit. C'est ici, puisqu'on a un système qui est condensé. Et donc, il reste du égale delta Q. Je m'interromps une seconde pour tousser. Voilà, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, il nous reste du égale delta Q. du, c'est toujours pareil, c'est la capacité thermique qui s'appelle grand C fois dθ. La température s'appelle θ ici. Et delta Q, c'est donc le problème suivant, comment exprimer le transfert thermique reçu par le calorimètre. Alors, il faut déjà voir d'où vient ce transfert thermique. Ce transfert thermique vient du liquide qui circule dans le tuyau, dans le serpentin. Donc, on va maintenant s'intéresser au liquide.
Donc delta Q, c'est l'énergie qui est reçue par le calorimètre. C'est dans le sens liquide vers le système. C'est toujours la même convention de signe. Le delta Q, c'est toujours de l'extérieur vers le système. Là, l'extérieur, c'est ce qui est dans le tuyau qui circule. Donc dans le tuyau où le liquide circule. Le calorimètre a des parois isolées de l'extérieur, donc il ne reçoit pas d'autre énergie que ce qu'il reçoit du liquide qui circule. Et donc, on va appliquer le premier principe au liquide cette fois. Donc attention, je change de système. Là, je m'intéresse au système liquide. Le liquide qui circule, sa masse, c'est dm. Si j'applique le premier principe à ce système-là, donc la variation d'énergie interne, c'est un petit système, donc c'est un petit du. C'est encore une fois une échelle mésoscopique. C'est égal à le travail que reçoit le liquide, c'est un liquide, pas de travail, plus le transfert thermique reçu par le liquide. Et ce qui est reçu par le liquide, c'est l'opposé de ce qui est reçu par le système. Donc c'est moins le delta Q précédent. Donc le delta Q que je cherchais, pour l'avoir, il faut que j'évalue le DU du liquide et que je lui mette un signe moins. DU du liquide. On a vu que DU, d'habitude, la formule pour les liquides, c'est M fois C, fois la capacité thermique fois DT. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est une petite masse et une grosse variation de température. Donc, ce n'est pas un M, c'est un dm. Et par contre, ce n'est pas un dt, c'est un delta θ. D'accord? C'est là la difficulté. D'habitude, sur les liquides, ce qu'on a, alors je l'écris dans un endroit ici, M fois C fois dt. Ça, c'est ce qu'on a d'habitude pour un liquide pour lequel on a une masse M qui change un petit peu de température. Et ce qu'on a ici pour adapter à ce problème, c'est M devient un dm, C reste C, et dt, ça devient un delta T, c'est-à-dire une variation globale de température. C'est la même expression, mais ce n'est pas la même petite variation. Dans le cas habituel, c'est T, la température, qui varie un petit peu. Et dans le cas du liquide, c'est une petite masse dm. En revanche, la température varie beaucoup. Alors, petit truc dans les formes différentielles, quand vous avez un d truc d'un côté, il y a un d machin de l'autre, mais il n'y a pas plusieurs d machins. C'est-à-dire que vous n'avez pas du dm fois du dt. D'accord? Donc, il n'y a qu'un seul d. Ici, c'est un du pour le liquide. Le petit d n'est pas devant la température, mais devant la masse. D'accord? Donc, pas 50 petits d. C'est un seul de chaque côté. Du coup, je peux exprimer cette variation d'énergie interne. On va obtenir, donc là j'ai remplacé dans le premier principe précédent, donc ici. Hop. Donc le C dθ, c'est la variation d'énergie interne de mon système de départ, c'est-à-dire du calorimètre, et j'ai remplacé delta Q par moins le DU précédent. dm, on ne veut pas garder dm, puisqu'on demande une relation entre le temps et la température, on veut du T et du θ. Et on se rappelle que dm, c'est relié au débit. C'est ce que j'avais mis au début dans le petit bilan. J'ai traduit le débit qui est donné par l'énoncé. Le Qm, c'est dm sur dt. Donc on remplace dm ici par Qm fois dt. Et du coup, on obtient une relation avec du dθ d'un côté, du dt de l'autre, et on a du θ qui varie. Donc là, j'ai entouré les grandeurs qui sont interdépendantes. θ, la température, et T, le temps. Donc au niveau de la réponse à la question, on vous demande de faire un bilan énergétique entre T et T plus dt. Donc ici, on a bien chaque terme qui est homogène à une énergie. Donc bilan énergétique. Si vous regardez chaque élément ici de cette équation, chacun de ces termes est bien homogène à une énergie. Énergie interne d'un côté, énergie thermique de l'autre.
Et c'est bien au niveau élémentaire, donc c'est pour ça qu'il y a un dθ d'un côté et un dt de l'autre. Alors, étape suivante, on déduire une relation entre la température et le temps. Donc, il s'agit de trouver la solution de cette équation. Donc, à ce stade, tel que c'est mis ici, ça s'appelle une forme différentielle. C'est-à-dire que je n'ai pas isolé la dérivée dθ sur dt. Donc, soit vous faites comme dans l'exercice précédent, où j'avais isolé, on isole θ, la température ici, et on parachute la solution. Je vous conseille de, si vous voulez vous entraîner, plutôt que de refaire l'exercice précédent, vous refaites à partir de cette forme différentielle, vous essayez de retrouver la solution par la méthode que je n'ai pas donnée ici. Soit pour changer, vous gardez la forme différentielle et vous faites la méthode qui consiste à séparer puis intégrer. Donc pour séparer les variables, c'est θ et t ici. On va avoir ici à gauche, j'ai mis tout ce qui concerne θ. Donc on a dθ sur θ moins θ1. Le c, vous pouvez le garder là, enfin, on le garde, c'est un facteur constant. Et de l'autre côté, on a tout ce qui concerne le temps. Qm et Cl sont des constantes, comme C, comme θ1. Donc les variables ici, c'est θ et petit t. Une fois que c'est séparé, vous intégrez du côté gauche, la température de départ, c'est θ0 et la température d'arrivée, c'est θ quelconque. Et du côté droit, le temps initial, c'est 0 et le temps quelconque, petit t. Donc vous faites attention aux bornes quand vous intégrez. Je vous ai mis des petits pointillés, ça veut dire que c'est à vous de faire le boulot. Donc vous intégrez et l'usage veut qu'on rassemble les termes en logarithme. Donc quand vous avez ln de a moins ln de b, c'est mieux de mettre ça sous forme ln de a sur b. Ça permet juste d'éviter d'avoir, ça permet d'avoir à l'intérieur du log ici quelque chose qui est visiblement sans dimension. Alors que si vous mettez ln de θ1 moins θ0 moins ln de θ moins θ0, ça saute pas aux yeux que c'est bien quelque chose qui n'est pas dimensionné. Donc c'est juste, mais c'est mieux quand vous faites apparaître un rapport. C'est mieux quand vous faites apparaître un rapport dans le logarithme. Et donc le troisièmement, c'est juste l'application numérique. Ah oui, dans le deuxièmement, on vous demande une relation entre température et temps. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'isoler la température. Dans l'exercice précédent, on avait l'expression de la température en fonction du temps, donc avec l'exponentielle. Là, on demande juste une relation, ben voilà, c'est une relation. Maintenant, si vous isolez θ égale, c'est aussi une relation, c'est la même relation. Et ensuite, donc, dans l'application numérique, il s'agit juste d'isoler, comme inconnu, le Cl qui est ici. Et dans ce cas-là, on a ce qu'il faut. Tout va bien? Ah, je viens de perdre l'image brutalement. Je ne sais pas si ça n'a pas redéconnecté. Bon, puis j'en vois plusieurs qui se connectent, qui se reconnectent. Bon, c'est les aléas. Pour l'exercice 5, la panne électrique, je vous propose de garder ça pour plus tard, puisqu'on ne va pas faire trop d'exercices à la fois. Donc c'est un sujet ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez poser quelque chose sans avoir toutes les valeurs numériques, et on peut chercher les valeurs numériques à côté ou les demander si besoin. Mais l'intérêt du sujet ouvert, c'est surtout de savoir poser le problème et de voir quelles sont les grandeurs qui ont une influence pour répondre à la question. Tout va bien, on repasse à l'entropie. Alors, on reprend la partie entropie. Alors, je passe sur la partie complément. On était dans la partie avec des exemples. Ça va apparaître. Donc, c'était dans la partie grand D. Voilà. Donc, dans la partie grand D, on voit quelques exemples assez classiques où vous devez être capable d'évaluer l'entropie échangée, la variation d'entropie et l'entropie créée. C'est les 3 cas de figure. Donc, vous y êtes, si vous pouvez ouvrir votre document sur l'entropie en même temps ou le regarder en même temps, puisque vous avez l'énoncé, enfin l'énoncé complet sur le document de cours, et ça, c'est le petit complément.
Alors, le cas de figure classique d'une évolution monotherme, c'est qu'on va par exemple sortir un système du frigo, température T1 égale 5 degrés, et on va le laisser évoluer librement sur la table de la cuisine, donc avec une température extérieure T2 qui est constante. Pareil, on pose le système, on analyse ce qui se passe, on va avoir un transfert thermique de l'extérieur vers le système, c'est Q. Donc, vu les températures ici, ah tiens, ça se redécale. Ah. Dites-moi, vous voyez le rond que j'ai entouré, ça entoure la flèche Q ou ça entoure autre chose? Parce que moi, j'ai deux versions sur mes écrans. Oui, c'est-à-dire que ça entoure au bon endroit. Bon, bah, il n'y a que sur la version prof que ça n'entoure pas au bon endroit. Ok, bah, je le saurai. Donc, c'est cet écran-là que je dois regarder. Donc, vu les températures qui sont indiquées ici, le transfert thermique va être effectivement positif dans ce sens, puisque la source va être plus chaude que le système, si c'est la cuisine à l'extérieur et un yaourt comme système. Maintenant, même quand ce n'est pas ces températures-là, ce qu'on appelle Q, c'est toujours dans ce sens, sauf que c'est négatif. Pour une tasse de café, par exemple, le transfert thermique serait négatif. On laisse l'évolution se faire jusqu'à l'équilibre, c'est-à-dire qu'à l'état final, la température du système, ce sera la température T2, la température extérieure. Si on regarde un petit peu le type de transformation, c'est à pression atmosphérique, c'est isobar. Bon, ça ne sert à rien ici, mais on peut quand même le signaler. C'est également monotherme et isocore. Donc on va utiliser les paramètres monotherme et isocore. Isocore, ça vous dit que le travail est nul. Travail reçu par le système, ça vaut 0 puisque c'est un système condensé. Et du coup, on applique le premier principe. Delta U, c'est égal au transfert thermique uniquement. On peut rayer le terme travail de cette expression. Pour trouver le transfert thermique, on peut donc intégrer, enfin, on peut trouver delta U. L'outil, c'est toujours pour une transformation élémentaire. Et ensuite, on intègre entre T1 et T2 les deux températures extrêmes du système. Donc ici, par le premier principe, on peut avoir accès à delta U qui est aussi égal à Q, le transfert thermique. Étape suivante. On va évaluer d'abord ds. Donc l'outil pour trouver ds, l'outil pour trouver delta S, c'est ds. Et ds, c'est du sur T pour les phases condensées. du, c'est égal à k dt. Donc je remplace u par k, du par k dt. Et j'intègre entre les températures T1 et T2. Ce qui donne un delta S qui est ici, qui ressemble beaucoup au delta S qu'on avait trouvé à l'exercice précédent. C'est la capacité thermique ln de T final sur T initial. Et on ne le rappellera jamais assez, les températures en Kelvin. Donc ça, c'est pour la variation d'entropie. Vu les températures ici, on a delta S qui est supérieur à 0, ce qui correspond effectivement à un échauffement. On aurait pu le prévoir, le morceau qui s'échauffe a une augmentation d'entropie. Pour la partie S-échange, donc deuxième point. Là, il faut aller chercher la formule magique pour une transformation monotherme. Donc si la transformation est monotherme, on sait évaluer l'entropie échangée, qui est le transfert thermique sur la température de la source, température extérieure. La température extérieure ici, c'était 2. Et le transfert thermique, on l'a calculé avec delta U. Donc on obtient ici la valeur, enfin l'expression de l'entropie d'échange. Et enfin, pour l'entropie de création, l'entropie créée, on l'obtient toujours par différence, c'est la variation d'entropie moins le terme échangé. Ici, vu la tête que ça a, c'est pas évident de voir que c'est positif ou négatif parce que c'est une différence. Mais moi, je vous le dis, c'est forcément supérieur à 0, sinon c'est illogique. Ça va pour ça, c'est très mécanique. C'est très méthodique. On applique ça, on rabâche et il y a un moment, ça doit devenir un peu automatique. Alors, petit c, on s'intéresse à la cuisine. Donc l'univers, c'est toujours le système plus l'extérieur, et l'extérieur ici, c'est la cuisine. Donc on peut appliquer
Pour l'univers, bah, delta U vaut 0, ça c'est conservation de l'énergie. C'est donc delta U plus delta U cuisine. Quand on met rien ici en indice, quand on met delta U tout court, c'est par convention ce qui concerne le système qui a été défini. Du coup, la variation d'énergie interne de la cuisine, c'est moins delta U. Ah, donc il suffit de recopier. La cuisine, c'est une source de chaleur, donc elle ne reçoit pas de travail. Dans la définition d'une source de chaleur, elle échange uniquement de l'énergie thermique et en plus, la cuisine subit une transformation réversible. Donc la cuisine reçoit le transfert thermique moins Q, et donc c'est le delta U de la cuisine. Pour l'entropie d'échange de la cuisine, eh ben c'est soit vous l'écrivez ici, soit vous dites que c'est moins l'entropie échangée par le système, donc c'est moins Q sur T. Quelle T? Ben, la température de la cuisine, donc c'est T2 ici. Donc ça peut se parachuter directement puisque vous avez fait le calcul avant de l'entropie d'échange. Donc ça doit être connu. Alors ça fait un certain nombre de formules à connaître et il ne faut pas les secouer et toutes les mélanger. Il faut bien appliquer la bonne formule au bon cas de figure. Et donc comme la cuisine est une source, c'est un modèle la source, hein. La cuisine, on considère dans ce modèle qu'elle subit des transformations réversibles. Et donc delta S de la cuisine est égal à S échange de la cuisine. Pour la cuisine, ce n'est pas la cuisine qui crée de l'entropie, c'est le système qu'on va considérer. Donc ça, c'était pour le cas numéro 2, transformation monotherme. Des questions là-dessus? Non, une fois, deux fois. C'est des exercices corrigés niveau simple qu'il faut savoir refaire. Et après, dans la feuille d'exercice, vous avez des exercices assez similaires. Alors, troisième exemple, l'évolution avec un changement d'état. Donc attention, il faut bien suivre la méthode ici, c'est un petit peu, pas original, mais un peu à connaître, on va dire. Donc on va considérer qu'on a un système qui est de la glace, elle sort du congélateur, la température initiale du système c'est moins 18 degrés, et le système au départ est solide, avec une masse M. À l'arrivée, le système va être un système liquide, donc on aura eu un changement d'état. Mais on aura eu également un changement de température, c'est-à-dire que la température finale, ce sera 20 degrés. Donc ça fait beaucoup de choses. On va avoir à la fois des changements de température et des changements d'état. Au niveau de la transformation, on vous dit qu'elle est réversible et elle se fait également à la pression atmosphérique, donc elle est isobare. Là, c'est utile. Pour une transformation réversible, l'entropie de création vaut 0. Du coup, delta S, c'est égal à l'entropie échangée. Et ça ne dépend pas du chemin suivi, aussi bien delta S, c'est normal, que S échange dans ce cas-là. Alors, attention, c'est là où est la subtilité. On va décomposer la transformation en 3 étapes qui sont successives. On ne sait pas trop comment se passe la transformation réelle, mais comme le résultat ne dépend pas du chemin suivi, on va décomposer la transformation globale, où il y a à la fois des changements de température et un changement d'état. On va le décomposer en 3 étapes successives. Et c'est là où c'est le truc habituel. Au départ, on part de solide à moins 18 degrés. On va d'abord supposer que ce solide va se réchauffer de la température de départ à la température de fusion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout l'échauffement d'un coup, on fait étape à la fusion. Donc on a un échauffement de solide jusqu'à la température de fusion. Deuxième étape, on va avoir l'étape de fusion proprement dite de la glace. On a une pression qui est fixée, ça veut dire que la température va être fixée. Donc ce sera à la température de 0 degré Celsius, la température de fusion. Et enfin, dernière étape, une fois que la glace a fondu, c'est devenu du liquide à 0 degré Celsius. Dernière étape, on va échauffer le liquide seulement de la température de fusion à la température finale. Donc ici, on a découpé la transformation en 3 morceaux, 2 changements de température, un pour le solide, un pour le liquide, plus un changement d'état. Et on va traiter chacun de ces morceaux séparément.
Donc, par additivité, ici, le delta S, ça va être la somme des 3 delta S précédents. Et là, c'est bien l'additivité et c'est pas l'extensivité. Je vous avais dit qu'il y avait une petite nuance sémantique. C'est pas le système qu'on a découpé en 3 morceaux. C'est la transformation qu'on a découpée en 3 morceaux successivement. Mais là encore, on va pouvoir calculer delta S en faisant la somme des 3 termes. Alors, pour le terme d'échauffement, on l'a déjà vu dans les exercices précédents, c'est ds égale m fois c dt sur t. Donc ça vient de du sur t. Hein. Je vais aller un peu vite ici parce que c'est la 3e fois. Mais ce que vous avez, c'est la première identité thermo, c'est du sur t. Et du, je le remplace par la masse m fois c fois dt. C ici, c'est la capacité thermique de la glace. Donc attention, ce n'est pas la même chose pour la glace et pour le liquide. C'est un C indice G. On intègre. Delta S1, ça va correspondre à une variation de température de la température initiale sortie du congélateur à la température de fusion qui vaut donc 0 degré Celsius. M et Cg sortent de l'intégrale CD constante et il reste cette valeur-là, enfin cette expression-là pour l'entropie, la variation d'entropie numéro 1, le changement de température. C'est pareil pour le liquide. La seule chose qui change avec le liquide, c'est que c'est la température, pardon, c'est que c'est la capacité thermique CL et pas CG, et que c'est température finale au numérateur et température de fusion au dénominateur. Le liquide, il passe de 0 degré Celsius à la température de la cuisine. Et enfin, on s'intéresse à l'étape 2, où on a isolé la partie changement d'état. Pour un changement d'état, le transfert thermique, c'est uniquement la masse fois la chaleur latente. Donc ici, le transfert thermique numéro 2, pour l'étape 2, c'est la masse fois la chaleur latente de fusion. Et donc, le delta S, comme c'est isotherme, c'est égal à Q sur T. T, c'est la température de fusion qu'on met ici au dénominateur. En Kelvin, bien sûr. Et donc, il reste, il n'y a plus qu'à faire la somme des 3 et éventuellement une application numérique si vous avez les valeurs numériques. Dans ce cas de figure, chacun de ces 3 termes est positif. On a 2 échauffements, donc delta S est positif pour chaque échauffement, plus une fusion, delta S est positif aussi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on a un petit peu avancé, donc il faut reprendre ces exercices, pas forcément tout de suite, vaut mieux les reprendre un petit peu après, avant de commencer la feuille d'exercice, par exemple. J'ai fait passer la feuille d'exercice, au fait, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous avez vu passer la feuille d'exercice? Oui, ok. Donc la feuille d'exercice sur les... Merci, c'est bon. Donc la feuille d'exercice, vous l'avez. Vous pouvez déjà commencer à faire pas mal, pratiquement tous les exercices. À la fin, c'est sur les diagrammes, donc c'est indépendant de la feuille. Voilà, je vous dis à demain et puis travaillez bien en autonomie.